8 previews en 5 jours. Yes sir. Propre, du mardi au samedi matin. Exactement, le marathon continue. Comment ça va, Alex? Impeccable. Grosse série. Wow. Grosse série, c'est ma série là qui me donne le plus envie, je veux dire. Dans le sens où on a preview déjà la Lakers Wolves, qui est une série honnêtement qui me hype aussi beaucoup. Très fort. Et après, on va avoir l'occasion de preview une petite série qui hype pas mal. Je suis pas le seul, hein, la Rockets Warriors. Mais moi, la Nuggets Clippers, déjà, je pense que c'est la plus difficile à pronostiquer. Je pense. 2, on se rend pas compte du délire de niveau que cette série peut atteindre. Des conséquences c'est pour celui n'importe qui quoi. sort. Les conséquences pour celui qui sort, mais ça peut être le cas dans d'autres séries quand même. Dans cette série, c'est tout à fait élevé. Lakers Wolves, celui qui sort... Dans cette série, c'est tout à fait élevé. C'est quand même bien moche, quoi, tu vois. Je crois que sur celle-là, on est au-dessus. Peut-être. Mais on est... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les Nuggets, on va en parler de leur dynamique, on va parler de la dynamique des Clippers, mais il y a énormément de choses dans cette série. Et il y a pour moi une équipe qui va aller très loin. L'équipe qui va sortir de cette série, pour moi, peut aller très loin et aura une demi-finale potentiellement très intéressante, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être face au Thunder. On s'installe tranquillou. Ou sinon, ça sera peut-être face au Aux moment où Kings, on les tourne, on ne peut pas Grizzlies. savoir. Ah, tout à fait. Ce sont donc les 8 previews en 5 jours. Nous sommes sur cette semaine toujours dans la matrice entre la fin de la série régulière et le début des playoffs. Et les choses sont bien faites. Il y a 2500 personnes parmi vous qui seront ce samedi au Grand Rex pour le Game 1 de cette série. On va être à 21h30 dans des sièges en cuirasse. On va être posé comme Nikola Jokic au poste. Ouais. On va être en mode, vas-y, c'est parti, entre deux avec Zubac. Game 1, incroyable ce samedi. On a trop hâte de vivre ça avec les gens. Ça va être une série complètement folle. On va garder le même script habituel. Hein. On parlera évidemment de la dynamique des équipes. Dynamique des deux équipes. Ensuite, on fera un point tactico-technique. Évidemment, on va sortir les jumelles. Voilà, on va sortir les jumelles pour le joueur à suivre. Et puis, on se finira avec un petit prono. Avec le pronostic. Ciselé, comme d'hab. Toujours ciselé pour voir qui va sortir de cette série complètement dingue entre les Clippers, dont on parlera dans la dynamique, et des Nuggets, dont on reparlera dans la dynamique. À voir sur quelle tonalité on en reparlera dans la dynamique. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour celles et ceux qui n'ont toujours pas pris leur place pour ce dimanche, Paris, c'est sold out. Le Grand Rex, il n'y a plus une seule place de disponible. Par contre, à la Maison de la Danse de Lyon, ce dimanche 20 avril, il y a encore des places disponibles. Vous pouvez foncer la région lyonnaise. Faites-nous plaisir. Dans le premier commentaire, Alex, on aura notamment du match, d'une preview qu'on va faire prochainement un petit peu verte et bleue. Celtics Magic. Absolument. Et puis on attend de voir quel peut être l'adversaire du Thunder, puisque ce sera très probablement l'affiche deuxième. De 21h30. C'est ça. Deux équipes qu'on retrouvera peut-être en finale NBA. Ou pas. Ou pas, mais potentiellement, on est sur du favori. C'est dans mon bracket, comme dire. On est sur du favori. Absolument. On va pouvoir démarrer. Allez. Série monumentale qui nous attend entre Denver, 4e de la conférence Est, et les Clippers, 5e. On est obligé de démarrer avec la dynamique des deux équipes parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Alex, j'ai envie de te lancer sur une franchise qui nous a fait un grand plaisir, c'est de virer son coach à 10 jours des playoffs. Le timing en a surpris plus d'un. Clairement. T'étais champion, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ok, la saison est en dents de scie et compliquée. Et à de nombreuses reprises, on a eu la sensation que les Nuggets ne jouaient pas un très bon basketball, mais qu'ils étaient juste portés par un joueur qui va nous poser des problèmes quand on va updater notre top 100 all-time. Top 10. Tu vois, voilà, il va nous poser des problèmes. Voilà, ça va être des problèmes, mais bon, on verra bien le moment venu. Le Jokic qui fait une saison... Les Nuggets, leur saison, honnêtement, elle manque de régularité, elle manque de vrai, c'est pas étincelant, défensivement on se demande, Jamal Murray fait une bonne saison et en même temps parfois il y a un peu des ratés, Gordon il a été blessé, enfin plein de choses comme ça. Alors par contre, s'il y a bien un truc qui a été régulier chez les Nuggets, ça s'appelle Nico et Jokic. L'autre c'est un grand fou malade. C'est un fou furieux, vraiment un furieux. Une des plus grandes saisons individuelles de l'histoire. Je rappelle, mouillez-vous bien la nuque, 29,6 points, troisième au tir, à 57% au tir, 42% de loin. Podium scoring. N'importe quoi. Presque 13 rebonds et plus de 10 passes. Donc c'est une saison en triple-double de moyenne. C'est la première fois qu'un pivot fait un truc pareil. Podium rebond, podium point, podium passe. Avec un niveau d'efficacité qui n'existe pas.
Oui. Et podium interception aussi. Hein. Et podium interception au calme. Après, il est à 1,8. Ça donne le niveau des intercepteurs cette année. 1,8, c'est quand même pas non plus. C'est parce qu'il y en a un qui est très très fort tout en haut. Oui, voilà, mais les autres, je pensais qu'il y aurait, tu vois, d'habitude, il y a toujours du 2,2, 2,4 derrière. Voilà, il n'y a pas. C'est comme ça. C'est pas pour diminuer la perte de Jokic, c'est pour quand même la contextualiser un minimum, quoi. Ensuite, les Nuggets, pour continuer sur leur dynamique, je veux bien ton avis, Bastien. Ils virent leur coach dans un timing merdique, bizarre, à quelques semaines des playoffs. Voilà, on a su du coup que c'était la merde totale en interne, que Mike Malone, le coach, il pouvait plus se blairer avec le GM Calvin Booth. Du coup, le proprio, il a fait, vous savez quoi, venez voir, toi t'es viré, tiens, viens me voir, toi t'es viré. Allez, ça dégage, on nettoie. Le fils Adelman qui reprend les commandes, et Jokic qui fait des déclarations du genre... Hein, il y avait un petit côté... Dans les déclats de Jokic, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, on a réveillé la bête, ou je sais plus comment il l'a dit. Il y a eu moi j'ai ressenti un petit côté comme, on a crevé l'abcès, et genre, voilà, maintenant, je vais prendre la tablette et je vais dire à tout le monde quoi faire. Bon, on verra. Je rigole parce qu'on a vu des images de Jokic qui est là sur la tablette. Il est là, et je peux dire que ça moufte pas autour, et voilà. J'ai l'impression que c'est pas aussi mauvais que ce qu'on a bien voulu le dire pour la dynamique des Nuggets. Dans le sens où, quand même, perdre Mike Malone, un coach d'expérience à 3 semaines des playoffs, c'est chaud. Le fils Adelman, il a des gènes sympathico dans la famille, ça va, ça a coaché des gros matchs. Mais enfin, lui, il découvre quand même. Donc voilà, attention à la lumière, attention à plein de choses. Mais ils finissent assez bien la saison. Et en termes de victoires, il y a 2-3 victoires de suite pour finir la saison, mais c'est un peu anecdotique. Mais surtout en termes d'état d'esprit, de comment... Tu vois, le body language des Nuggets, je les ai trouvés plutôt mieux, plus agressifs. J'ai trouvé le groupe m'a plus plu. Presque. Ils ont libéré certains éléments qui étaient toxiques au sein de la franchise et qui rendaient, je cite, la vie misérable au quotidien. C'est chaud quand même de... Tu cites qui là d'ailleurs ? Je cite des reporters des Nuggets qui ont notamment fait le travail d'aller rapporter à la fois des avis de certains joueurs de manière anonyme, mais surtout des membres de la franchise qui ont dit franchement ça rendait le toxique quotidien. Ouais. Booth et Malone, il fallait choisir son équipe, c'était littéralement papa et maman divorce, t'es dans quel camp ? C'était ça la situation. C'est-à-dire que on a compris par la suite que, par exemple, l'utilisation d'un Westbrook par rapport à un Pickett ou à d'autres garçons, c'était en fonction de qui est dans quel camp. Est-ce que tu es plutôt un Westbrook guy plutôt Malone ou est-ce que tu es un jeune guy plutôt Booth ? C'est dans ce genre de détails que ça crée du coup ce climat un peu toxique. Le match qui peut-être pour certains est anecdotique, mais contre Houston en toute fin de saison où ils tabassent des Rockets qui n'étaient pas venus pour trottiner. Ime Udoka avait dit qu'il voulait vraiment jouer. Et pour moi très représentatif de ces Nuggets qui... Ils jouaient plus rien quand même. Mais oui, je suis d'accord. Les Rockets avaient dit sur ce match qu'ils voulaient les bonnes rotations avec leurs joueurs. Ils ont vraiment essayé de jouer dur. Et le truc, c'est que Denver est dans ce que j'appelle l'espèce de phase de lune de miel en sortie de rupture. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui a été coupé avec Mike Malone et du coup, les joueurs ont à cœur de vouloir montrer que ça va mieux. Ce qui marche pendant un certain temps, attention, les playoffs, c'est une autre bête. Et donc, du coup, la dynamique... Moi, je veux bien comprendre le côté yes, ils ont gagné à Sacramento, ils ont battu Houston à Houston, c'est bien, mais ne pas non plus oublier qu'il y a littéralement eu un coach qui a été viré à 10 jours des playoffs. Et puis tu vois, là, pendant que tu parlais, je regardais un truc pour vérifier. C'est sismique. Il y a une énorme série de victoires, genre 9 de suite ou 10 de suite, je sais même plus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de suite. En février, tu te rappelles ? C'est celle qui, notamment, tout à fait, que Kroenke dit qui sauve la peau de Malone. Il sauve la peau de Malone, mais n'empêche que c'est une vraie grosse série de victoires avec... assez peu de victoires significatives là-dedans, hein. Ça bat des équipes où on se demande vraiment, tu vois, genre Phoenix ou les Pélicans, on se demande un peu si ça joue vraiment au basketball ou quoi. Ça bat Charlotte, ça bat Philadelphie, enfin voilà, je n'ai pas besoin de nous faire des détails, ça bat Charlotte 2 fois, enfin bref. Ça reste une grosse série de 9 victoires de suite. Après, sur la suite, il n'y a pas de grosse série. La plus grosse série, c'est 4 de suite et c'est des défaites. Donc la dynamique, elle est un peu coup-ci, coup-ça. C'est ça. Et c'est ça qui est... Je sais pas comment l'interpréter vraiment au niveau des Nuggets. Les fans des Nuggets, ils nous diront mieux que nous, mais en gros, collectivement, t'as l'impression que c'est pas une si bonne saison que ça. Jokic fait une saison incroyable. T'as quand même 50 wins à la fin.
Ouais, tout à fait. Ça veut dire qu'en gros, en tong et collectivement, quand c'est pas ouf, bah en fait, c'est 50 wins. Bien sûr. Donc t'es une équipe sérieuse au final. Oui, et puis d'ailleurs, on l'a critiqué au tout début de la saison, mais c'est une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison de Jamal Murray en carrière, dans le scoring. Ouais. Régulière, tout à fait. Régulière, tout à fait. Ouais, en pourcentage, en production. Aaron Gordon a eu des très très beaux moments de retour de blessure aussi, où on a pu le voir. Il y a eu des hauts et des bas de Michael Porter Jr. Il y a eu une excellente saison de Christian Brown, à voir si vous voulez le mettre en MIP. J'ai l'impression, et je veux bien avoir l'avis des fans de Denver justement là-dessus, j'ai le sentiment que Denver et leurs fans se retrouvent dans un espèce de carrefour assez particulier au moment où cette vidéo sort et avant la série. C'est que soudainement, ils semblent être les non-favoris de cette série alors qu'ils sont censés l'être. Denver, là, de par tout ce qui s'est passé les 3 dernières semaines, semble être un petit peu plus l'équipe à abattre, et j'en ai vu certains, et je les comprends, les fans de Nuggets, qui se disent « Oh là là, c'est très très bien, dites qu'on n'est pas les favoris dans ce genre de série. » Ils sont favoris des bookmakers, en tout cas. Tout à fait, mais après on va parler de la dynamique des Clippers. Non, mais bien sûr, attends. Et on va donner nos pronostics tous les deux. Bien sûr. C'est la dynamique des Clippers, c'est très différent. Ils ont l'avantage du terrain, tu vois, ils ont pas mal de... Les Nuggets ont l'avantage du terrain. Les Nuggets, je tout à fait. Voilà, et donc c'est juste ça, moi qui m'étonne, c'est qu'en effet, il y a des fans qui se disent du coup, tiens, c'est marrant, on n'est pas autant le gros favori qui doit tout abasser, parce qu'il y a cette situation dont tu parles, de mois de mars compliqué, de coach qui se fait virer. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu le, je sais plus comment ils disent en anglais, chip on your shoulder, tu vois, un petit peu. C'est vrai. J'ai l'impression que les Nuggets ont beaucoup à prouver sur ce tour. Et c'est ça qui est aussi intéressant de signaler dans leur dynamique, c'est que non seulement ils peuvent se dire on a approuvé McMahon, ceci, que tout va bien et tout machin, c'est aussi là, tu regardes le injury report, à part Deron Holmes, mais c'est anecdotique hein, côté Nuggets, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et quand on va regarder l'injury report des Clippers, on va dire oh putain, c'est pas mal, c'est complet aussi, tu vois. Tout à fait. Donc on a deux équipes qui, les Nuggets ont été champions et les Clippers sont un peu le serpent de mer qu'on attend tous les ans, mais à chaque fois il y a des blessés. Et les Nuggets ont souffert des problèmes de blessures par le passé. Oui, bien sûr. Il y a même des fans qui vont te dire que Jokic aurait potentiellement plusieurs bagues s'il n'y avait pas eu telle ou telle blessure. Moi je m'en fous, c'est des what if, donc on peut toujours en discuter. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est aussi pour ça que moi je suis au taquet sur cette série, parce que en termes de niveau de jeu, je pense qu'on peut avoir des sommets basketballistiques d'un point de vue technique et tactique assez impressionnant. Tout à fait. Et c'est ce qui fait qu'en face, pour avoir une grosse série, il faut que tu aies un champion NBA avec un gros adversaire. Et les Clippers... Et là, tu as un gros adversaire. Il faut essayer de nous regarder et nous dire quelle équipe a une meilleure dynamique que les Clippers sur la fin de saison. Il y a peut-être Boston qui peut discuter. Et encore, ils ont un injury report dont on reparlera dans la série. Les Wolves qui ont une grosse dynamique, mais c'est derrière. Et ça reste derrière. Les Clippers ont une des meilleures attaques et une des meilleures défenses de toute la NBA. Et c'est pas un petit sample size. C'est pas 5 matchs, c'est pas 8 matchs. C'est plus entre 20 et 25 matchs. Non, c'est énorme. Et alors ça correspond, les Clippers, tout va bien. Hein. Ça correspond aux coïncidences à un certain Kawhi Leonard qui retrouve. C'est pas que ça, c'est pas l'unique facteur, mais c'est le premier facteur. Ça change quand même énormément de choses, notamment pour la défense. Ils défendaient déjà bien même sans Kawhi. Ils défendent peut-être mieux avec ce Kawhi là. Par contre, ils attaquent mais tellement mieux. Ils sont tellement plus durs à défendre. En fait, tout de suite, ils ont un joueur d'ISO de plus qui est trop fort en fait. Tout à fait. Et en plus d'ISO et qui est capable de comprendre collectivement quand c'est son moment, quand c'est pas son moment, l'efficacité de Kawhi est énorme. Il y a beaucoup de gens au sein des Clippers qui disent attendez, parce que là on a peut-être enfin la version de Kawhi dont on a toujours rêvé. Les Clippers avaient des limitations offensives claires sur la saison. C'est une excellente équipe défensive qui a fait notamment un très très gros boulot, shout out Jeff Van Gundy avec Tyronn Lue, pour mettre en place cette défense avec du Chris Dunn, du Derrick Jones Jr. Ils ont été très solides. Shoot out au recrutement aussi. Oui, tout à fait, parce bien sûr. Chris Dunn, fallait aller le chercher. Et Derrick Jones Jr. Et quand tu perds Paul George, tu remplaces par Derrick Jones Jr. et puis tu dis à Norman Powell, de devenir Paul George chez toi. Tout à fait. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont, en plus du recrutement, ils ont mis les gars dans des bonnes dispositions pour que les Clippers se disent, bon an, mal an, tous les gros champions, tous les gros champions NBA ont une défense exceptionnelle. Les Clippers l'ont. Oui. Et ils l'ont montré sur cette fin de saison avec tout à fait ce que tu dis sur Kawhi. Un James Harden qui, s'il est dans vos All-NBA Team, peut totalement bomber le torse et dire « Moi, je suis un des meilleurs guards de toute cette saison 24-25. » 16e saison professionnelle, 16e playoff pour James Harden. Il est encore là, toujours présent. Et on l'a vu là, Alex, le match de... J'ai envie de te lancer sur
sur ce match contre Golden State qui est le dernier où il faut justement jouer à l'extérieur dans un match coup près, et les deux là, Kawhi et Harden, avec Zubac évidemment, mais font un match mais de superstar Hall of Famer. Oui, ils font des matchs de superstar Hall of Famer qu'ils sont. Zubac fait le match qu'il faut également. On va reparler de Zubac quand même parce que l'autre, je crois pas qu'il aura souvent des séries avec un adversaire aussi fort dans sa carrière, hein. Un adversaire direct, je veux dire. Ensuite, sur ce match-là et sur la fin de saison, il faut souligner, j'ai déjà dit son nom, mais il faut souligner le taf de Chris Dunn. Chien de garde défensif, et là notamment contre les Warriors, il y a au moins 3 ou 4 3 points qui tombent dedans. Bah ça tout de suite ça change l'attaque des Clippers. On les connaît, hein, ces équipes-là où tu as 2 joueurs forts mais tu as des role-players, faut qu'ils tombent dedans. Bah, c'est un peu pareil, d'ailleurs on pourrait dire pareil des Nuggets. C'est vrai que les Nuggets, quand Aaron Gordon va mettre dedans, ou tu vois ce genre de gars, bah, tout de suite l'attaque des Nuggets, ça devient tout de suite, c'est l'enfer à défendre. Donc ce qui est très intéressant dans la dynamique des Clippers, c'est l'enchaînement de victoires. Ils sont sur 7 ou 8 victoires de suite pour finir la saison. Ils sont sur vraiment un gros push. Du coup, ils finissent 5e, mais en fait, ils ont le même bilan que les Nuggets. Hein, je crois ils sont 50-32 eux aussi, hein, je crois. Hein, non oui, tout à fait. Excuse-moi, je regardais juste là. Non, t'en fais pas, je vais vérifier tout de suite. Les Clippers sont à 50-32. Ouais. Ils sont 3 équipes à 50-32. Lakers 3e, Nuggets 4e, Clippers 5e. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. De toute façon, c'est très serré hein, jusqu'au 8e crisis. Donc, la dynamique défensive, elle est là depuis le début de saison. Elle est encore plus présente depuis que Kawhi est redevenu un sportif. C'est-à-dire que Kawhi, là, quand il a repris en début de saison, honnêtement, ça sentait que ça grinçait. T'avais l'impression qu'il avait 75 ans, qu'il avait mal partout, que chaque déplacement latéral était un enfer, qu'il avait 8 kilos de trop. Enfin, vraiment, là... il a 28 piges. Attention, on sait, hein, on touche du bois, parce que c'est un joueur qui a énormément de problèmes de blessures, et on touche du bois pour lui, pour que ça soit pas le cas là, lors de ces playoffs-là, que au moins cette vidéo ait le temps de sortir avant l'annonce. Non mais voilà, mais on voit bien là quand il est en forme que il bonifie la défense collective des Clippers qui est déjà très bonne. Et en plus pour le coup, l'attaque, c'est pas qu'il la bonifie là, c'est qu'il la porte avec Harden. Et donc ils ont posé des problèmes insolubles à énormément d'équipes, et effectivement tu as raison de parler de ce dernier match de régulière où ils sont allés à Golden State. On voit bien à Golden State c'est compliqué de gagner. Golden State très en forme, on en parlera quand on fera la preview. À Golden State, match coup près pour obtenir le droit de ne pas jouer le play-in, d'aller en play-off direct, et dans un match serré où il a fallu revenir au score. Ils ont eu moins 10, moins 11, moins 12 à un moment. Pas de panique. C'est quoi, on va continuer à jouer notre jeu, et quand il y aura des gros tirs à mettre ou des gros lancers à aller chercher, on va y aller. Fort, solide. Ils font très peur, et c'est vrai que c'est ce facteur X là de toute la NBA et de tout l'Ouest, hein, Kawhi Leonard, preuve étant, je pense qu'il y a un mois, si Kawhi n'était pas à ce niveau, les gens auraient très allègrement sorti les Clippers au premier tour. Et puis les Clippers seraient peut-être 8e aussi, surtout. Tout à fait, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens, comme on l'a pu voir quand on a fait l'apéro science-fiction, qui mettent les Clippers soit en finale de conférence, soit en finale NBA, pour une raison évidente, c'est que si Kawhi Leonard est épargné des soucis de blessure, c'est aussi un des meilleurs, tout à fait, mais c'est un des meilleurs joueurs de la planète des deux côtés du terrain, et donc du coup, c'est toute une conférence qui change. C'est toute une conférence qui change. Puis tes match-ups sont plus les mêmes, genre les Warriors, Butler fait un grand match, mais face à Butler, Kawhi Leonard est capable de faire un grand match. Donc du coup, tu as cette opposition dans l'aile, et Dieu sait que les ailes, c'est important aujourd'hui en NBA. Tout à fait. Nuggets Clippers sur la dynamique, complètement dingue, plein de choses à devoir prendre en considération, et évidemment là-dedans, bon courage à monsieur David Adelman qui va devoir affronter un Tyronn Lue qui a un peu d'expérience en plus. Avec du staff et tout. Une équipe de vétérans de ma belle. Puis il y a tout un storytelling, là, je voyais dans je sais plus quel journal de Los Angeles, là, où voilà, il y avait je sais plus quel conseiller de Steve Ballmer qui disait voilà, nous on en a marre, on veut en finir avec la loose et tout. Il y a toute cette histoire-là côté Clippers. Nouvelle salle. C'est les premiers playoffs dans la nouvelle salle. Tout à fait, qui aura le All-Star Weekend l'année prochaine, là, la Intuit Dome. Et deux franchises qui, pour terminer là-dessus, ont un historique, la bulle. C'est vrai. La bulle, Clippers Nuggets, avec l'humiliation des Clippers par les Nuggets, les Clippers de Doc Rivers, menaient 3-1, remontada des Nuggets. Il y a quand même des gros trucs à régler. Injury reports, Nico Batum, juste à surveiller. Oui. Il est day-to-day. Pour le moment, on essaye de voir s'il peut être là sur le début de la série, mais une petite pensée pour Nico qui était le premier à tweeter sur le fait qu'il n'était pas là à Golden State pour le dernier match de série régulière. On a hâte de voir Nico parce qu'il pourra avoir une importance dans cette série. Haine vers Allen, le groin. Le groin. Le groin.
Le groin. Le groin, vraiment le groin de Nico. Nico, ça, si tu nous écoutes, on espère que tu seras là. Ouais, tout à fait. On touche du bois pour que Nico soit tartiner présent. Michael Porter Jr. et Aaron Gordon, s'il te plaît. Et Peyton Watson, avec grand plaisir. Ou même Jamal Murray, dont on parlera dans une autre section. Pourquoi pas. Est-ce qu'on n'irait pas dans les bureaux de messieurs Adelman et Lu? Si, tout à fait. C'est l'heure du point tactico-technique. Le hashtag Dedesh, vous le savez, dans cette section, c'est très simple. Il y a un axe dans cette série. Comme l'a dit Alex, il y a plein d'éléments stratégiques qui sont fascinants à regarder sur ce Nuggets Clippers. Qu'est-ce que tu vas regarder en priorité, Alex, et ensuite je te donnerai ma clé. Je vais regarder tellement de trucs, mais allez, fallait en choisir un, donc j'en ai pris un. L'organisation un peu stratégique de la défense des Nuggets. C'est-à-dire que tu as les Nuggets qui, sur la saison régulière, terminent la régulière, je crois, au 21e ou 22e rating défensif. Pas ouf. On sait l'année où ils ont été titrés que justement, là où ils nous ont pas mal surpris, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de serrer les boulons et tout. À l'époque, Aaron Gordon fait des playoffs exceptionnels défensivement. On verra s'il peut nous refaire ça. On avait vu Kentavius, qui est plus là, mais qui avait fait des gros trucs. Christian Brown, il est capable de prendre des petites missions. On s'estime. Il y avait Bruce Brown qui rentrait, il y avait Jeff Green aussi qui sortait du banc. Bref, Calvin Booth. Hein, voilà. Non, mais par exemple, moi je pense que Peyton Watson, c'est pas une série facile pour lui là. Je sais pas comment ils vont l'utiliser. C'est qui le remplaçant derrière Gordon Jokic? C'est Porter Jr. qui glisse plus haut. Comment tu fais? C'est Peyton Watson? C'est Zik Nnaji? Match-up par match-up, Aaron Gordon est censé être sur Kawhi. C'est un très bon défenseur sur Kawhi. Aaron Gordon. Ah oui, avant d'en arriver là, t'as ton Gordon Jokic. Oui. Quand l'un des deux sort, c'est qui ton remplaçant de front de courte? Ça dépendra évidemment qui va y avoir parce que Aaron Gordon va être être Peyton Watson ou Nnaji. Collé sur Kawhi, donc normalement il devrait y avoir plutôt du Peyton Watson. Voilà. J'adore pas. Et donc je veux bien voir d'un point de vue stratégique comment cette défense des Nuggets va s'organiser, parce que l'attaque des Clippers, là pour le coup c'est en trompe-l'œil, elle est 14e rating offensif, mais c'est en trompe-l'œil, elle finit la saison bien plus fort, comme l'a expliqué Bastien. Elle est top 4 depuis la trade bien deadline. Plus dangereux. Et tu as 3 joueurs offensifs sur lesquels tu es obligé de prévoir des plans si tu es les Nuggets. Tu as Harden, tu es obligé de prévoir les premiers rideaux, et tu es obligé de prévoir comment tu gères derrière l'écran. Est-ce que tu drops? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu veux doubler Harden? Plutôt Christian Brown sur Harden. Premier rideau, a priori, il a la longueur, et puis il est quand même mobile, et je pense que c'est pas un cadeau à faire à Murray. Westbrook parfois sur Harden. Voilà. Est-ce que Westbrook va être titulaire? C'est une autre question, ça. Quel temps de jeu va avoir Westbrook? Voilà. Exactement, quel temps de jeu, puis comment il va être exploité, parce qu'il peut être exploité, Westbrook, on sait que voilà. Ensuite, tu as évidemment le cas Kawhi. Je pense que clairement, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de mettre du Aaron Gordon au maximum au premier rideau. Il a un bon historique sur Kawhi. Ouais, il a tout ce qu'il faut. Il a la longueur, il est costaud, il est athlétique, il a tout ce qu'il faut pour faire chier Kawhi. Face à ce Kawhi-là qu'on vient de voir en fin de saison, on verra. On verra, mais il a tout ce qu'il faut. Je suis Gordon, d'accord. Et donc, j'en arrive à mes points stratégiques. Ça veut dire que ça oblige déjà Jokic à se farcir souvent du Zubac. Forcément. Tu peux pas un peu cacher Jokic, Zubac qui est chiant en attaque. Zubac qui est un mec qui va essayer de te mettre 15, 16, 17, 18 points dans la bouche, qui va te faire travailler au rebond, qui va te chercher des fautes, qui va faire des gros écrans et derrière ça va rouler. Il est évident que... je suis pas dans le style de Tyronn Lue, mais là on voit bien comment il travaille. C'est sûr que ça va être... Kawhi, quand c'est pas toi qui as la balle, tu t'écartes au maximum de la balle, et puis tu nous emmènes Aaron Gordon le plus loin possible du ballon, et Zubac, tu me ramènes Jokic dans les pick and roll. On va faire courir le Serbe. Avec un Croate. Il est Croate, Zubac ? Croate, ouais. Tu vois, voilà, et ils vont essayer ce genre de choses. On va demander, Harden a qu'une seule envie, c'est d'essayer d'aller provoquer du Jokic. Jokic, il va faire les efforts et tout, mais c'est une stratégie. Donc les Nuggets, ça va pas trop les intéresser de rentrer dans ce genre de délire. Donc, ça va me... Vraiment, je pense que la défense de Denver est vraiment un point stratégique. Les efforts de Murray, les efforts off-ball de Michael Porter Jr., qui clairement ne va jamais être mis en premier rideau par David Adelman sur du Kawhi, des gros joueurs et tout. Par contre, il va être ciblé par les Clippers. Ils vont le chercher, oui. Il va être ciblé. Alors qu'il y a des progrès dans certains aspects du jeu, il va être ciblé. Il va être ciblé sur un rayon où il va devoir faire très attention, c'est qu'il va être ciblé off-ball. Les Clippers sont extrêmement forts, on est là, on est focus sur Harden ou sur Kawhi, on oublie qu'Harden il tourne encore à 8 ou 10 passes par match, et que oui, il distribue des lobes à Zubac, mais aussi il nourrit les cutters, comme on les appelle là.
les Derrick Jones Jr. ligne de fond, les Norman Powell, les Chris Dunn, voilà. Et donc ça, Michael Porter Jr., s'il se passe trop de choses dans son dos, on va être devant nos écrans. Enfin, putain. Lui ou d'autres, ouais, tout à fait. Et Jokic, il va être là, tu vois, genre normal. Ouais. Donc je suis extrêmement intrigué. Je pense que c'est peut-être le plus gros point stratégique, c'est-à-dire que la défense des Clippers est extrêmement forte, mais l'attaque des Nuggets a montré qu'elle pouvait, en tournant autour de Jokic avec un Murray efficace, défoncer n'importe quelle défense en fait. Tu vois, genre, et bien sûr, tu as des défenses qui vont plus ou moins les gêner, mais franchement, ils sont talentueux de ouf. C'est une folie l'attaque de Denver quand ça commence à. C'est une attaque, en plus, il n'y a pas tant de 3 points que ça. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Mais la défense des Nuggets peut être le facteur. Si les Nuggets trouvent des belles solutions et qu'on a des Harden qui vendangent ou des Kawhi un peu bien tenus qui peuvent pas trop prendre de tirs, qui sont bien embêtés et tout ça, et ben tout de suite ça va être des matchs très chiants à jouer pour les Clippers. Tout à fait. Si on se base sur l'historique par rapport au point que tu venais de mentionner, peut-être que l'historique les fans de Denver. Non, l'historique de la façon dont Denver défend, notamment sur ce genre de match-up, pour avoir regardé ça un petit peu de près. Denver, je serais pas étonné que ça presse très haut sur le pick and roll. C'est-à-dire que ils vont vouloir au maximum forcer le ball handler à devoir lâcher le ballon pour ensuite forcer un des gars qui fasse une décision, qui prenne la bonne décision, ou peut-être Powell ou des gars comme ça. Un de ces garçons-là. Et donc je pense que en effet, Denver va devoir être, et c'est en effet un aspect fondamental de cette série, c'est qu'ils vont devoir être vraiment très très disciplinés, bien préparés et disciplinés. Et préparés parce que être agressif à ce point, ça veut dire encourir des risques, mais quand tu encours ce genre de risque, c'est parce que tu sais que la rotation derrière toi est bien faite et que quand il y a quelqu'un qui vient monter sur le 3 contre 2, il y a un autre mec qui faisait partie du pick and roll qui l'a monté haut, qui va aller dans le corner pour aller chercher un gars. Ça va être compliqué. S'ils font des efforts de dingue incroyables, ça ressemble plus à un jump miraculeux vu ce qu'on vient de voir les 8 derniers mois. S'ils le font, incroyable. Surtout que l'attaque des Clippers, là, elle fonctionne extrêmement bien ces derniers temps parce que, comme on l'a dit, il y a la montée en régime de Kawhi qui est un joueur qui. Je le mettrai pas dans la catégorie des génies, c'est plus dans la catégorie des machines. Il l'exécute. Son jeu et parfois l'adversaire. Il l'exécute. Alors, mais ils ont aussi l'angle Harden qui exécute très bien les systèmes, est très carré, mais est aussi un joueur d'une créativité et d'une qualité de décision complètement folle. C'est-à-dire que lui, l'erreur qu'il n'y avait pas sur la possession d'avant, il va la voir et tout de suite, la balle, elle va où il faut. Donc l'attaque des Clippers a cette capacité à exploiter toute erreur en face. Ouais, bien sûr. Comme l'attaque des Nuggets d'ailleurs. Jokic, quand il y a une erreur, il y a panier. Ouais. Tu vois. Sauf que la défense des Clippers, elle en fait moins des erreurs, en tout cas, a priori. Donc c'est pour ça, défense des Nuggets. Toi, tu as quelque chose à nous proposer ? Ah oui, tout à fait. Il y a tellement de trucs, c'est pour ça que je me... Il y a trop de trucs, évidemment. Petite question, tiens, pour les gens par curiosité. Savez-vous quelle est l'équipe qui, cette saison, a tenté le moins de tirs à 3 points de toute la ligue ? C'est une de ces deux équipes-là ? Les Denver Nuggets. Okay. J'aurais dit le Magic ou... Sais-tu quelle est la deuxième équipe qui a tenté le moins de tirs à 3 points de toute la NBA ? Les Clippers ? Les Los Angeles Clippers. D'accord. Ah, c'est clair, c'est des équipes de mid-range, beaucoup. Ce sont des équipes qui vont devoir s'affronter. Donc moi, mon point notamment stratégique, c'est au-delà de ces statistiques-là, ça va être la capacité de certains joueurs à rentrer leur tir à 3 points et à excéder leur niveau tenter ou à les rentrer de tentative. Ah, évidemment les deux, mais à tenter davantage de ce qu'ils feraient habituellement. Les Nuggets, ils sont une attaque complètement folle quand ils le veulent. Les Clippers peuvent avoir une attaque complètement folle quand ils le veulent. Mais comme tu le disais bien là au niveau défensif, moi, ce qui va me fasciner pendant, j'espère, 2 semaines, c'est ce dont tu as parlé là. Pick and roll. 3 contre 2. Un des paris qui peut être fait par les Nuggets, c'est Chris Dunn, Derrick Jones Jr. Ouais, allez-y les gars. Félicitations. Si vous nous avez battu à 3 points sur cette série, so be it. Et Chris Dunn et Nico Batum, s'il joue. Tout à fait, mais en tout cas pour le moment, Chris Dunn va être plutôt dans le 5 majeur, potentiellement avec du Norman Powell, Ivica, Harden et Kawhi. C'est sûr, ça va être ça. Oui, voilà, mais à voir, parce que dans la série, il va y avoir plein de trucs. Oui, bien sûr, mais ça, c'est les 5 majeurs a priori de début de série. Tout à fait, mais c'est vrai que je disais ça parce que Derrick Jones a été parfois titulaire pendant la saison, et ensuite il a été reculé parce qu'il y a Kawhi qui est là. Mais là, ça va être Derrick Jones en sortie de banc. Porter Junior prenne feu, je sais pas, on va voir. Voilà. Mais donc, côté Nuggets, je pense que Adelman va être le premier avec son staff à dire, écoutez, si on arrive à bien défendre sur les dragons en tête, tu veux éviter que ce soit Norman Powell, le garçon dans le corner, qui te sanctionne, parce que Norman Powell, historiquement, il va les mettre. Bogdanovic, Batum,
Powell, Harden, Kawhi, ça shoot à 3 points, les yeux fermés. Kofi, c'est pas mal. Et Amir Kofi aussi, on va voir son temps de jeu parce qu'il a un peu sorti la rotation. Je suis d'accord, mais s'il joue, il est capable d'en mettre. Donc si Tyronn Lue met des line-up avec du... Si Tyronn Lue met des line-up avec du Ben Simmons ou du Chris Dunn et du Derrick Jones Jr., il y a des gyrophares qui s'allument, où il y a marqué il faut laisser ces joueurs-là shooter à 3 points. Si Derrick Jones Jr., comme il l'a montré à Dallas, est capable de rentrer ses 3 points, la série, elle va être pliée. T'exagères, mais je vois ce que tu veux dire. Ça va être un enfer pour Denver. Ça va être compliqué pour la défense. Parce que ça va revenir sur un de tes points, c'est la discipline. Chris Dunn l'autre jour. Tout à fait, exactement. Ça va être tombé dedans. Ce qui a fait tomber dedans. Ça va être un enfer pour les Nuggets parce que, comme tu l'as dit, au niveau de la discipline défensive, t'es saoulé parce que t'as laissé ces gars ouverts et ils ont entré leur tir. Très bien. C'est la même chose pour Denver, d'autant plus sur un aspect qu'on va devoir surveiller cette série, c'est que on adore le Niko Jokic, mais on va devoir ressortir les non-Jokic minutes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des sessions aussi de minutes sans Nikola Jokic, où il va être demandé, non pas juste à Jamal Murray et Michael Porter Jr. d'essayer de créer des points comme ça, c'est qu'il va falloir pousser parfois le tempo. Les Nuggets jouent beaucoup plus vite sur le papier, en tout cas sur la saison, que les Clippers, 8e pace contre la 23e pace. Donc ça crée des 3 points en transition. Il faut que Denver soit culotté, il faut que Chris Brown en prenne, il faut que Jamal Murray les rentre, il faut que Aaron Gordon, comme tu as dit, les mette, il faut que Michael Porter Jr. aussi les rentre. Il faut que, on va voir, est-ce que les Clippers de Tyronn Lue, qui connaissent bien un certain Russell Westbrook, quand tu te retrouves dans un line-up avec Russell Westbrook sur le parquet, les Clippers, s'ils sont intelligents comme ils l'ont été ces dernières semaines, le joueur que tu laisses ouvert, c'est Russ. On est à un niveau de série de playoff où tu peux pas avoir ce genre de truc. Ou Peyton Watson. Mais tu vois, en fin de match, il faudra pas laisser ce genre de joueur. Et donc, vous allez me dire, 1 fond 2, l'adresse à 3 points va remporter la série. Oui, mais on est sur 2 des équipes qui prennent le moins de 3 points de toute la NBA. Je veux voir s'ils sont capables de augmenter leur ratio de tentatives à 3 points sur ce genre de série, et si les garçons qui sont censés être on va les laisser seuls, vont rentrer leur tir. Parce que sinon, ce que ça crée comme puzzle, et moi ça me fascine, c'est que du coup, putain, fait chier avec Derrick Jones et Chris Dunn, on doit mettre Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic, sniper, énormissime, on est d'accord. Mais sauf que du coup, Bogdan Bogdanovic en défense, tu te fais cibler. Donc du coup, les Nuggets vont... Jeu de puzzle. On va devoir du coup cibler Bogdan Bogdanovic sur pick and roll, essayer de le faire sortir. Ça part de la défense dont Alex part, ça mène évidemment à l'adresse des 3 points un petit peu des outsiders. L'équipe qui va faire tomber dedans, vu le faible ratio qu'ils ont d'une manière générale, remportera la série, et attention, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Denver, quand ils ont des coups de chaud, j'adore la défense des Clippers. Mais si Denver, ça commence à rentrer à 3 points dans tous les sens, ça peut être terrible. Franchement, série passionnante. J'ai trop hâte. La samedi, le Game 1, là, ça va être fou. Ah bah non, mais attends, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. On sort les jumelles ? Série de malade. Ouais, joueur à suivre. Wow ! Sortez les jumelles. Il y a un joueur à suivre sur la série entre les Nuggets et les Clippers. Alex, c'est qui ton joueur à suivre ? Norman Powell. On a bien parlé là de la défense des Nuggets. J'ai parlé, du coup, on a essayé de mettre en perspective le rôle de James Harden et de Kawhi Leonard côté Clippers. J'aurais pu prendre Ivica Zubac, qui a une petite série devant lui. Le mec sort d'une énorme saison, en gros double-double. T'as pas pris Ivica Zubac, on est d'accord. Non, d'accord. Et là, il va se farcir Niko Jokic, et son rôle, évidemment, qui va pas nous museler Niko Jokic, son rôle, c'est de faire bosser Niko Jokic, de le tabasser au rebond le plus possible, de le faire chier. Pas prendre trop de fautes. Pas prendre trop de fautes tout de suite. Hein, voilà. Gérer. Ça va pas être facile pour lui. Je préfère prendre, là, en joueur à suivre, Norman Powell, parce que je pense que son impact peut être encore plus grand. C'est-à-dire que si Zubac commence il va pas faire jeu égal avec Jokic, mais commence un peu à tenir tête sur des minutes un peu correctes, c'est incroyable pour les Clippers. Mais si Norman Powell est dans la continuité de sa régulière, il a fait une très belle régulière. Il est quasiment à 22 points par match. Candidat All-Star. Hein ? Il était candidat All-Star. Candidat All-Star. Il va, par rapport à ce que dans la continuité de mon point tactico de juste avant ou du tien, Norman Powell va avoir des opportunités et des espaces à des moments de ces matchs et à plusieurs moments sur pas mal de possessions. Il va avoir des mismatchs à exploiter. Genre, Norman Powell, s'il commence à recevoir des ballons à peu près bien placés et qu'il a un quart de terrain pour jouer Jamal Murray, faut le jouer. S'il bénéficie de l'extra passe parce que ça a pris à 2 et que coup de peau, à force de décalage, c'est sur lui que ça tombe. Il va falloir les faire tomber dedans, les tirs. Il en est capable. Il en est capable. Et en plus, c'est une série très importante pour lui, parce que oui,
Chris Dunn risque d'être le mec que les Clippers vont vouloir mettre en rempart, en premier défenseur sur Jamal Murray, évidemment. Mais tout le travail, et très intéressant travail d'ailleurs de la défense des Clippers ces derniers temps, c'est que quand les mecs essayent de cibler Harden, comme toi t'as pas envie que déjà Harden défensivement, on sait que c'est pas toujours, même s'il y a de temps en temps des progrès de concentration et tout, t'as pas envie que ça soit lui qui se fatigue et tout. Donc on a vu des très gros travails de rotation, notamment dans lequel Powell joue beaucoup, où on lui demande de couvrir beaucoup de terrain et d'être là pour venir un peu switcher presque à la place d'Harden, quoi. On va voir ce qui est possible de faire, parce que même s'ils shootent pas très bien à 3 points, les Nuggets sont quand même très forts dans l'art d'utiliser l'espace sur le terrain. Oui, d'ailleurs, précision, c'est une équipe qui a un très bon pourcentage à 3 points, les Nuggets, c'est juste que leur volume est faible. Leur volume est pas ouf, mais le pourcentage est très bon. Le pourcentage est excellent. Et donc, voilà, il va y avoir toute une réflexion, puisque Norman Powell, en défense, va pas forcément avoir un rôle facile, il va avoir un rôle un peu bâtard. De temps en temps, il se retrouve un peu en premier rideau sur Jamal Murray, mais de temps en temps, en fait, il est sur Michael Porter Jr., qui fait genre 40 cm de plus que lui, et qui va essayer de lui shooter par-dessus. J'exagère volontairement, mais Norman Powell, pour un mec qui est glissé jusqu'au poste 3, il est pas grand. Il est athlétique, il a un gros buste, il a des longs bras et tout, pas de problème, mais je veux dire, franchement, j'ai dit 40, mais en fait, il y a peut-être 15 cm d'écart entre les deux, entre Michael Porter Jr. et Norman Powell. Donc, il va l'avoir souvent en plus. Souvent, il va être là. Donc, il va falloir contester les tirs. Et de l'autre côté, je pense qu'il va être souvent en situation de punir. Je pense que pour les Clippers, si Norman Powell est dans une forme correcte et que les 3 points rentrent et qu'il approche la 20aine de points de moyenne, c'est un gros problème pour les Nuggets. Énorme problème, parce que ils vont faire quoi ? Et ils vont dire, ah non, pas Harden, ah non, pas Kawhi, ah Zubac, il va essayer de chercher les fautes de... Powell, et au bout d'un moment, genre, tu fais comment en fait ? On s'attend à la prod on verra pour Murray, mais on s'attend à la prod de Jokic, de Kawhi et de Harden. En gros, c'est est-ce que Norman Powell est le clear-cut 4e, 5e meilleur score de cette série ? Si c'est le cas, attention. Si ni Aaron Gordon ni Michael Porter Jr. sont capables, eux, de matcher cette production-là, c'est un massacre. Un massacre, je sais pas, mais en tout cas, un gros problème pour les Nuggets. C'est un problème. Je pense que vraiment Norman Powell a la bonne tronche de Factor X de la série. S'il fait pas sa série, on va dire c'est dommage les Clippers. S'il fait sa série, on va faire putain les Clippers, c'est chaud de les jouer. Genre regarde là, ils étaient en galère, Harden ça rentrait pas, c'est Norman Powell qui a mis 2 gros trous, tu vois. Surtout qu'en plus Norman Powell il a un petit côté streaky où de temps en temps il peut répondre. Il va débloquer les situations. Tu vois, il peut mettre des tirs un peu mauvaise possession 3 points. Mauvaise possession. Il frise pas trop le ballon Norman Powell. S'il la reçoit, c'est catch and shoot. C'est un catch and shooter. C'est catch and shoot surtout, et sinon pose un dribble, percussion, choix direct. Ouais, il a un côté un peu agressif parfois qui peut être chiant pour Denver. Surtout si, j'ai cité Jamal Murray, mais genre même Michael Porter Jr., c'est pas un cadeau pour lui de défendre Norman Powell par exemple. Donc en gros, la grosse mismatch, ça peut être Norman Powell. Ouais, tout à fait. Voilà. Monsieur Jamal Murray, je vais m'en occuper et pas Alex. Il est attendu. Alors, monsieur Jamal Murray, bon, il est attendu. On a suffisamment critiqué la bête. Je le disais tout à l'heure, il fait discrètement, mais une de ses meilleures saisons régulières en carrière. On est sur 21 points avec 4 bons, 6 passes, 48% au tir, 40% à 3 points, 89% en lancer. C'est très bien, c'est du Jamal Murray qui a été solide dans l'ombre de tout ce qui se passe à Denver. Mais on a beaucoup parlé de Jokic, de manière logique et évidente. Le problème, c'est que là, Jamal, il n'a pas le choix, de par la situation de Denver actuellement et la défense qu'il va rencontrer. Tu l'as dit, on est d'accord, Chris Dunn va être envoyé en premier rideau sur Jamal Murray et il va se farcir du Chris Dunn dans tous les sens. Il va se farcir du Norman Powell. Et d'autres garçons qui vont monter dessus. Il y aura peut-être parfois du Derrick Jones Jr., il y aura parfois du Nico, du Kawhi. Enfin, Tyronn Lue pourra mixer un petit peu. Ils vont mixer tout à fait les couvertures défensives sur Jamal Murray. Denver croise les doigts, espère. Et on a vu là quelques retours de blessures, en tout cas assez optimistes concernant Jamal Murray. Que Jamal Murray puisse activer le mode Jamal Playoff qui nous a montré par le passé, où il peut être exceptionnel, quelle que soit la couverture défensive qui est en face. Sur la saison, il a affronté plusieurs fois la défense des Clippers, ou une itération de la défense des Clippers, parce qu'il n'y avait pas Kawhi, c'était particulier, et il a fait sa production normale, entre 18 et 22 points, quelques shoots, pas trop dégueulasse, ça va. Je ne pense pas du tout que les Nuggets peuvent s'en sortir s'il fait juste sa season average. Jamal Murray va devoir
augmenter sa production et être à un niveau de star sur cette série playoff. Il l'a déjà montré plein de fois. Il n'a pas le choix, il faut le faire. Parce qu'on est dans une série tellement serrée, avec tellement de possibilités stratégiques que lui doit performer. Quel est l'écart entre Nikola Jokic et le second meilleur score de la série ? On l'a vu lorsque Jamal Murray est là, les Nuggets sont capables de regarder n'importe quelle équipe de NBA dans les yeux. Et puis forcément, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment à Denver, ça se passe... C'est quelle gueule de la miniature de Léon si on se retrouve avec un Jamal Murray qui est à 15 points, à 31% au tir au bout de 4 matchs sur la série. Ça va pas arriver. Tu vois, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que va-t-il se passer si ça arrive. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Et que va-t-il se passer si Jamal Murray, après je te laisse évidemment parler, que va-t-il se passer si Jamal Murray par contre ferme des grandes gueules? 2 premiers matchs à Denver, a été clutch à bien des endroits parce que la défense des Clippers ne pouvait rien faire parce qu'il est dans ce jeu à 2 où lui et Jokic, quels sont les deux joueurs qui sont capables de mieux attaquer en one-to-man comme ça, intérieur-extérieur. Ouais, et puis il crée son shoot et tout. Il crée son shoot à mi-distance, en plus il est pas nettement plus grand que Chris Dunn, mais il est fort pour bumper au poste et pour créer en pivotant son propre tir. Si Jamal Murray fait une série de Jamal Murray playoff, ça va faire peur à beaucoup de monde, même ne serait-ce qu'à l'ouest. Bah, bien sûr. Et évidemment, je te tends la parole tout de suite, je termine avec un dernier point. Vu tout ce qui se passe à Denver, dans une situation où les Nuggets perdent cette série de playoff et où Jamal Murray n'a pas été au rendez-vous, on sait très bien ce qui va se passer en termes de discussion autour de l'équipe. Et tout machin. Non mais c'est sûr, mais complètement d'accord avec ce que tu as dit. Ils ont besoin, les Nuggets ont besoin pour que ça roule. Il peut. Surtout face à une énorme défense comme celle des Clippers, ils ont besoin de la qualité individuelle et collective, hein, mais son scoring, sa capacité à se créer son tir, à être dangereux en les non-Jokic minutes ou même avec Jokic, les dribble and off et tout, à être très dangereux, le jeu à 2, tout ça. Mais moi, il y a un autre paramètre qui va beaucoup m'intéresser concernant Jamal Murray, c'est comment il répond parce qu'il va se faire cibler de l'autre côté. Et en défense, exactement. Comment il répond, moi, je parle de ça, il va être ciblé. Ah, c'est sa série globale, on est d'accord. Moi, j'ai parlé de production, et parce que la production, c'est la première chose sur laquelle on va se baser. Mais évidemment qu'en défense, il va se faire autant cibler. Harden, il va dire ramenez-moi Michael Porter Jr. ou Jokic. Autant Kawhi, il va dire ramenez-moi Jamal Murray. Tout à fait. Évidemment qu'il va dire ça, quand même. Absolument. Ramenez-le-moi, là. Que ce soit d'ailleurs en balle en main ou au poste, où en fait ça switch et il va dire je vais reculer Jamal Murray jusqu'au vestiaire. Comment il va répondre à ça? Quel niveau d'intensité il va mettre? Comment il va montrer l'exemple? Il doit être un co-leader avec Jokic. Les Nuggets en ont besoin. C'est un des joueurs les plus attendus de ce premier tour de playoff parce que si Jamal Murray fait... Vous les connaissez les mêmes là avec le mec qui ressemble à Jamal Murray qui met ses cheveux derrière l'oreille là. On va ressortir ça là dans 10 jours ou est-ce qu'on va ressortir des grands... C'est drôle, ça. Mais ouais, ou est-ce qu'on va ressortir des grands visuels et les fans des Nuggets français vont nous regarder et nous dire les gars, on vous a dit qu'il a fait une de ses meilleures saisons régulières en carrière et là il est présent. Si c'est le cas, attention, parce qu'à ce moment-là, la puissance offensive des Clippers, faudra qu'elle tienne face à un duo Jokic-Murray fortissime. C'est chaud. On va devoir balancer un prono. Allez. Pronostic time. Dans cette section, c'est très très simple. On se bouffe les doigts, on fait à l'aveugle et on essaie de comprendre ce qui va se passer dans 2 semaines. Game 1 ce samedi entre les Nuggets et les Clippers à Denver. Alex, comme d'hab, avant de balancer ton prono, on fait des rappels importants avec le bandeau jaune. Il s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas parier, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent et tout, c'est comme ça. Et même si vous avez 18 ans, s'il vous plaît, faites gaffe, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si vous pensez que Jamal Murray va tabasser toute la NBA cet été, enfin ce printemps. Pardon. Sur ce printemps 2025, tout à fait. Faites pas les bolos. T'as ton prono ? Ouais. Eh bien très bien, je vais clapper dans les mains et tu pourras nous expliquer qui va en demi-finale, sur quel score et pourquoi. 3-2-1. Les Clippers, 4-2. La cote chez Paris Sport en ligne, elle est à 6. Tout rond. C'est pas la cote la plus probable de toutes les cotes proposées par Paris Sport en ligne. Les cotes les plus probables sont côté Nuggets. 4. On a du 4,50 et du 5 de proposer pour le 4,50, c'est pour le 4-3 Nuggets. Et les 5, c'est pour les 4-1 et 4-2 Nuggets. Si les Nuggets gagnent cette série 4-1, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pense que les Clippers vont sortir vainqueurs de cette série. J'avoue que en préparant ce pronostic, j'étais là, putain, je suis quand même en train de parier contre Nikola Jokic. Bon. C'est courageux, non? Hein? Voilà, j'espère que vous vous en souviendrez. J'ai été courageux, on verra pour Bastien. Mais en même temps, parier contre ces Clippers-là, avec la dynamique qu'ils ont, avec le Harden qu'ils ont et le Kawhi qu'ils ont, j'ai pas ce courage. C'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus. Donc je pense que je vois bien un bon Jamal Murray. Je vois bien un Jokic historique, mais pas si mal défendu.
est bien pris à deux intelligemment par un Zubac plus un arrière qui vient, et on verra bien si Aaron Gordon ou Christian Brown mettent leurs 3 points, tu vois, j'exagère un peu, mais la défense des Clippers, elle aussi, elle est capable de prendre des sacrés paris. Mais je pense que les Clippers jouent très dur. Les Clippers ont pas mal de gars qui ont des revanches à prendre. Ils ont la dalle, ils ont l'expérience. Les Nuggets ont beaucoup d'expérience, les Clippers ça va. Ils quoi, plus, le jeune, c'est qui ? C'est Nico Batum. Non mais tu vois, franchement, ils sont, Ben Simmons. Tout le monde est expérimenté. Du coach au joueur cadre, au role player et tout. Et si Jokic est le meilleur joueur de cette série, on est d'accord, quand même, dans le cadre, s'il y a bien un mec où on peut se dire putain, des deux côtés du terrain il est en train de casser la série, c'est Kawhi fucking Leonard. Et je pense que cette dynamique des Clippers n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Nuggets. Pas du tout une bonne nouvelle. Et donc je mets les Clippers, je mets 4-2 parce que ça implique une victoire, comme ils n'ont pas l'avantage du terrain, je les vois plus finir à la maison et tout, voilà. Mais après, ça va être tellement incroyable tactiquement, il peut y avoir un niveau de basket joué dans cette série qui peut être complètement fou. Très très hâte. Très très hâte. Ouais, ça va être fou. Allez, je vais balancer ma sauce. 4-2 Clippers. Et les fans de Denver qui disent yes, on est underdogs, on fait des screens. Allez-y en vrai, parce que c'est vrai que putain, parier contre Denver, c'est un truc de ouf. Nonobstant, on en a parlé, je crois, dans l'apéro science-fiction. David Adelman, bravo, Kumbaya. C'est même pas jeté dans le feu là, t'es jeté dans le volcan. Tu vas affronter Tyronn Lue, mon gars, sur une série, et Jeff Van Gundy, tout son staff et ses joueurs des briscards vétérans. Là, sur une série en 7 avec l'avantage du terrain, fine. Bon courage. S'il s'en sort, c'est extraordinaire. Il est bien aidé, il a le meilleur joueur de la planète. Je pense que le meilleur joueur de la planète est moins fort que la meilleure équipe de cette série. Les Clippers sont la meilleure équipe, les Nuggets sont le meilleur joueur. Tout à fait. On n'a pas trop parlé de la différence des bancs. Si Adelman arrive à nous coudre quelque chose d'extraordinaire avec le banc qu'il a, très bien. Peut-être qu'il y aura des choix durs à faire. Utilisation de Westbrook. Peut-être qu'il va rider les titulaires aussi. Peut-être qu'il va rider les titulaires. Mais en l'état, si Batum revient, Derrick Jones Jr., Bogdan Bogdanovic, Nico Batum, ça prend pas... Avant de parler d'autres, parce que je sais pas combien de temps va durer Ben Simmons. Vous pouvez faire des pronostics sur les minutes de Ben Simmons et DeAndre Jordan sur la série, on va se marrer. Non, DeAndre Jordan ne va pas jouer. Et Ben Simmons, honnêtement... Et Ben Simmons, on verra. Il n'y a pas beaucoup de cas de figure. Peut-être sur les non-Jokic minutes. Peut-être sur... Peut-être. Allez. Tu sais où il va se dire, ok, le pivot c'est Aaron Gordon, allez, tu sais quoi, je te mets Ben Simmons. Allez, si vous aimez l'humour, on va se marrer. Mais donc, je suis épaté de voir ces derniers matchs de saison régulière des Nuggets qui se sont vraiment resserrés et qui ont dit qui me donne l'impression de vouloir vraiment montrer que les gens ont tort et que ce groupe a quelque chose encore à faire. Mais je pense que tout va se cristalliser sur une fin de série à Los Angeles avec une victoire 4-2 des Clippers. C'est la meilleure équipe des deux côtés du terrain, ils ont la meilleure dynamique. La pire des nouvelles pour la NBA, c'est que Kawhi Leonard est en forme. Et même dans un cas où tu as par exemple un stinker, c'est-à-dire Harden qui fait un match à côté de la plaque, leur ça défense peut les garder dans le match. La défense peut les garder dans le match et... un peu moins sûr de ça pour Denver. C'est un peu plus compliqué pour Denver, donc je les donne en 6. Putain, si Denver sort les Clippers là, et qu'on a eu tous les deux faux sur les pronos, alors là, franchement, énorme. Et en plus, je me permets, Ivica sur Jokic, c'est limite une des... On va dire qu'il y a 1500 match-up dans le monde pour essayer de tenir humainement face à Jokic. Ivica est dans le très haut du tableau. C'est un mec qui peut tenir, tu vois. En plus, il peut le faire chier. Et il peut le faire un peu chier de l'autre côté. Donc, en plus. Même sur ce poste-là, il peut. Dites-nous ce que vous pensez de cette série incroyable. Game 1 ce samedi 21h30 à Denver. Incroyable. Au Grand Rex. Exactement, on sera au Grand Rex. Impatient. Léon Alex et Vivi, on fait des gros bisous. On se retrouve évidemment pour d'autres previews. Il y en aura une autre ce soir si vous êtes sages. Et à très vite. Ciao. Sur la chaîne YouTube Trash Talk, des bisous. Ciao, ciao.